Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les 3. Bienvenue dans cette table ronde qui est consacrée ce soir au métier de la cybersécurité. On va passer une petite heure ensemble au cours de laquelle on va essayer de dresser un panorama le plus complet, des métiers de la cybersécurité. Alors l'idée, c'est non seulement que vous compreniez quels sont les différents métiers de la cybersécurité, mais aussi que vous puissiez vous faire une petite idée. Est-ce que ces métiers sont faits pour vous? Est-ce que ça peut être intéressant pour vous de vous reconvertir dans ce domaine? Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits ce soir pour assister à cette table ronde. On va donc laisser le temps à tout le monde d'arriver et en attendant, vous avez un petit chat à droite de l'écran dans lequel vous pouvez nous dire bonjour et puis vous pouvez aussi nous indiquer, d'où vous suivez cet événement. Ça nous aidera, à adapter nos propos. Alors, avant de débuter, je vais me présenter rapidement. Donc, Benoît, je suis le directeur marketing de Jeddah. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jeddah, c'est vraiment l'école de référence pour se former au métier de la tech. On propose des formations accélérées qu'on appelle des bootcamps et qui permettent d'apprendre un métier de la tech de A à Z en quelques mois. Alors, bien évidemment, ce soir, on va parler de métiers de la cybersécurité et on forme à ces métiers, mais on propose également des formations dans les domaines de l'IA, de la data, du produit et du dev. Et depuis 2017-2018, on a permis à pas moins de 4000 élèves de changer de carrière grâce à nos formations. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on organise cette table ronde? Eh bien, chaque semaine, chez Jeddah, on échange avec des dizaines de professionnels qui veulent se reconvertir et ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Et notamment, dans le domaine de la cybersécurité, il y a 3 grandes questions qui reviennent et on va essayer d'y répondre, avec Antoine, Nicolas et Martin ce soir. Alors la première question, c'est: qu'est-ce qui différencie les métiers de la cybersécurité et comment choisir le bon métier selon mon profil, mes appétences? Alors la seconde question, elle est très actuelle, hein, c'est comment les métiers de la cybersécurité ont évolué ces dernières années avec la révolution de l'IA générative et comment est-ce qu'ils vont continuer à évoluer? Et puis la dernière question, elle est plus pratique. Si on a envie de se reconvertir, comment s'y prendre? Et est-ce qu'il y a des métiers qu'il faut privilégier pour une reconversion? Alors, la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'on est, très bien entouré et donc, on va pouvoir, vous répondre à ces questions avec notamment, nos 3 experts. Je vais vous laisser vous présenter pour qu'on puisse vous connaître un peu mieux avant de débuter cette table ronde. Antoine, est-ce que tu veux commencer? Ouais, complètement. Eh bien, bonjour à tous, pour ma part, donc, je suis le fondateur de Jeddah, mais avant ça, en fait, j'ai travaillé dans la tech, particulièrement aux USA, moi. Heu, Plutôt dans le monde de la data science et à travers ça, en fait, du montage d'algorithmes d'intelligence artificielle plutôt liés à, enfin, le secteur publicitaire. Donc, on avait comme gros client Microsoft et donc, du coup, les sujets cyber arrivent nécessairement quand on est sur, de la mise en production et surtout, pour des clients comme, comme les GAFA. Donc plutôt sur la partie software et cloud d'ailleurs, mais bon, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Et puis du coup, je suis revenu en France en 2017 pour fonder Jeddah et parmi du coup, les programmes que j'ai écrits, du coup, il y avait toute la partie, cybersécurité, qu'on a aujourd'hui, donc avec nos programmes Essentials, Full Stack et Lead. Trop cool. Nicolas, tu veux prendre la suite? Oui, bonjour. Alors Nicolas Caproni, moi je travaille dans la cybersécurité depuis, au moins 15 ans. Là je travaille depuis 8 ans chez Sequoia. Je suis, le manager de l'équipe, TDR, donc Threat Detection and Research. C'est une équipe, d'analystes et de chercheurs en cybersécurité qui va, traquer les cybermenaces, et fournir donc ce renseignement sur les cybermenaces, pour notre plateforme, Sequoia, qui va permettre de défendre les organisations contre les cyberattaques à l'ère de l'IA. Très clair. Bon, bah, on va avoir l'occasion notamment de parler de l'ère de l'IA dans un instant. Et Martin, enfin? Bonjour à tous. Martin Chamelout, je suis cofondateur de Novicore, une entreprise qui est spécialisée dans la protection pour les TPE-PME. Notre enjeu, c'est de rendre accessible la cybersécurité et aussi la compréhension des risques à des entreprises qui sont plus petites ou moins renseignées.
Je suis aussi ancien étudiant de Guardia Cyber Security School, euh, où j'ai connu Nicolas Grondin et Yanis Benbourala, qui sont les deux autres associés de Novicor, où on a fait nos études et nos alternances ensemble. Et c'est de là qu'on a créé l'entreprise ensuite Novicor. Parfait, ben merci beaucoup. Et donc, vous voyez déjà, on a des profils très complémentaires et ça va être très intéressant pour mieux comprendre les métiers de la cybersécurité. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet et sur notre première partie, on va vraiment essayer de comprendre quels sont les principaux métiers de la cybersécurité. Alors, si vous êtes déjà un peu penché sur ce sujet parce que vous vous intéressez au domaine, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a une grande diversité de métiers dans la cybersécurité. Alors, habituellement, on peut les classifier en plusieurs familles. Il y a une classification qui revient à les répartir en trois familles: les métiers de la Blue Team, les métiers de la Red Team et les métiers de la gouvernance, risque et conformité. Euh, Antoine, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce qui différencie dans les grandes lignes ces trois familles et les métiers de ces trois familles? Oui, complètement. Bah, en fait, si je devais faire une analogie simple, c'est une question en fait, plutôt de posture. Alors, Blue Team et Red Team sont plutôt des métiers, on va dire, plus techniques quand, la GRC est plutôt, on va dire, plus managériale ou plus stratégique, ce serait plus, dans ce sens-là. Donc déjà, entre Blue Team et Red Team, ensuite, c'est plutôt, qu'on va dire, une posture. Donc il y a une posture Blue Team qui est plutôt défense, une posture Red Team qui est plutôt attaque. Moi j'aime bien prendre une espèce d'analogie avec un château. Donc si vous devez protéger votre château, en général vous mettez des remparts partout avec des douves, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, on va dire que protéger l'entièreté du château avec ses remparts, ses douves, ce serait plutôt de la blue team. Donc essayer de protéger au global votre infrastructure. Et quand la red team, c'est plutôt d'essayer de trouver toutes les petites failles que je pourrais avoir dans mes remparts, etc., etc. Donc le petit trou qui pourrait me permettre de m'infiltrer et donc ensuite d'atteindre des ressources qui seraient importantes. Et donc du coup, on essaye avec cette double vision de pouvoir au mieux protéger son organisation. Et après, la GRC a une vision plus généraliste, dans le sens où vous allez mettre en place des politiques qui vont au global dans l'organisation vous permettre de vous protéger, qui vont vous permettre aussi de suivre des règles de conformité, compliance, qui vont vous servir pour votre entreprise. Donc, il y a plein de frameworks, hein, ISO 27001 et BioCRM que vous voulez peut-être suivre, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être d'autres trucs du style, quelle est votre politique par rapport à aux devices qui vont être utilisés dans votre entreprise? Donc est-ce que, par exemple, moi, je suis dans une startup, j'accepte que les gens viennent avec leur propre device ou est-ce que, faut que je fournisse tout à tout le monde? Et donc, en fonction, déjà, vous n'allez pas forcément avoir le même management et les mêmes niveaux de protection que vous allez devoir mettre en place, quoi. Donc voilà, ce serait de manière généraliste, je pense que je l'expliquerai comme ça, ouais. Ok, bon bah effectivement extrêmement clair, deux familles plus techniques, une plus stratégique, et effectivement pas le même rôle au sein des structures. On va maintenant deep dive un peu sur chaque famille. Nicolas, est-ce que tu peux commencer par nous présenter peut-être plus en détail les grands métiers de la Blue Team et puis aussi peut-être en profiter pour faire le lien avec toi, ton équipe de Threat Detection and Research pour qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Oui, et donc Blue Team, donc c'est plutôt la défense. Le but, ça va être d'aider à détecter et à répondre aux menaces. Et donc le principal métier, ça va être vraiment l'analyste SOC, qui a bien explosé ces dernières années avec la multiplication, et heureusement, de ces Security Operations Center qui vont permettre aux entreprises de détecter, enfin de surveiller et de détecter ce qui se passe sur leur réseau informatique, pour détecter des attaques, parce que souvent, finalement, beaucoup d'entreprises n'en avaient pas. Donc c'est difficile de détecter si on ne surveille pas ce qui se passe sur ces systèmes, sur ces réseaux. Parce que Donc l'analyse. Oui. juste, je t'interromps pour les néophytes qui regardent cette table ronde. Qu'est-ce que c'est qu'en SOC? C'est quoi son rôle si on devait faire une petite analogie pour bien comprendre? Donc ouais, le SOC, c'est vraiment sur la détection et réponse des incidents cyber. Et donc c'est à la fois une équipe, des analystes et des technologies. On appelle ça des CIEM, des XDR, voilà, différents noms de technologies qui vont permettre voilà, de surveiller ce qui se passe sur les réseaux, sur les systèmes, les serveurs de l'entreprise pour détecter des choses malveillantes, des choses inhabituelles. Et ça va lever des alertes. Et donc l'analyse SOC va être là pour trier les alertes, les traiter et répondre aux incidents.
Il y a aussi, on parle aussi de CSIRT ou de CERT. Donc ça va être d'autres équipes qui vont être là plutôt pour la réponse quand l'incident est plus grave et qui va pouvoir intervenir également, sur place pour aller, récupérer un PC, un téléphone, l'analyser, trouver des traces de compromission pour ensuite, finalement, faire un rapport, d'incident, d'investigation et remédier en patchant, en corrigeant, voilà ce qui était pas forcément bien sécurisé dans le périmètre qui a été touché. Et selon toi, ça va être quoi la différence, par exemple, entre analyste SOC, qui a un rôle vraiment de surveillance, détection, et ingénieur cyber? L'ingénieur cyber, ça va être un peu plus large parce qu'il faut aussi mettre en place des systèmes, de défense qui soient sécurisés, des architectures, sécurisées, mettre en place, les antivirus, maintenant, plutôt des EDR, qui vont, sécuriser les postes de travail et les serveurs, de tous les collaborateurs. Et donc il va falloir avoir des ingénieurs qui vont mettre en place, voilà, les bonnes pratiques de sécurité aussi, finalement qui vont être le relais, du RSSI technique pour mettre en place tout ça. Heu, Également, dans un SOC, voilà, c'est important aussi que ça soit bien sécurisé. OK, donc c'est vraiment celui qui bâtit les défenses, alors que l'analyste SOC, il est plutôt dans la détection. Et tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste d'être Head of Threat Detection and Research? Donc moi, je suis plutôt donc manager d'une équipe, d'une vingtaine d'analystes, et qui ont différents profils. Donc nous, c'est plutôt on fait de la threat intelligence, donc c'est du renseignement sur les cybermenaces. On va essayer d'analyser les attaquants, leur comportement, les outils qu'ils utilisent, les malwares, leurs techniques, pour mieux les détecter. Parce qu'on va, donc fournir tout ce renseignement à notre plateforme de SOC, pour aider nos clients à se protéger. On fait aussi, des règles de détection. Donc on a plutôt des gens qui ont fait, avant du SOC et qui, se reconvertissent, on va dire, dans la threat intelligence. On a besoin d'avoir une équipe, nous, pluridisciplinaire, donc comme on va évoquer aussi après la red team, GRC. Donc nous, on a des profils, très différents. On a des anciens, des gens plutôt stratégiques, des gens, plutôt, qui ont fait de l'offensif, parce que c'est bien pour défendre, de savoir, comment les attaquants, attaquent. Ça va être intéressant d'avoir, des profils avec des mentalités très, très différentes. OK, et effectivement, la threat intelligence, c'est quelque chose qui se place peut-être, c'est encore quelque chose de différent dans la blue team. C'est plutôt quelque chose de proactif. On essaye de comprendre quelles sont les menaces, et d'être en amont de la menace, quoi. Voilà, c'est ça, c'est comme le SOC, on a besoin de surveiller pour détecter, et bien on a besoin de connaître l'adversaire pour, le détecter. Sinon ça va être compliqué de détecter ces outils, de détecter ces malwares, si on n'a pas de connaissances sur tel groupe qui cible telle industrie ou telle géographie. Et alors si on continue justement, à découvrir les différentes équipes, les différentes familles de métiers, on va passer maintenant à la red team, donc qui a un rôle beaucoup plus offensif. Antoine, est-ce que tu peux un peu nous parler du métier phare qu'on appelle pen tester ou ethical hacker et qui a beaucoup fait parler de lui, et souvent nous en entretien, les candidats, ils arrivent en voulant devenir, pen tester. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez drôle parce qu'effectivement, souvent, les gens rentrent dans la cyber à travers ce métier qu'ils ont découvert il y a pas longtemps, qui est ouais, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il a un côté assez sexy parce que l'idée, en fait, toujours comme Nicolas dit, c'est que, heu, se mettre dans la peau d'un attaquant réel, ça a un intérêt. Parce que du coup, c'est ça aussi qui va nous permettre de savoir ce qui est important de protéger dans l'entreprise et surtout comment ça doit être protégé quoi, ou plutôt plutôt comment ça va être protégé par le biais de savoir comment c'est souvent attaqué. Donc, un pentester ou un ethical hacker, ça va être quelqu'un qui va être missionné justement pour, faire un pen test, donc un test de pénétration sur une entreprise et donc se mettre, finalement dans la peau d'un attaquant, dans un scope assez restreint, hein, parce que du coup, il va y avoir, des règles qui vont être mises en place selon une note de cadrage ou un contrat ou peu importe, qui va donner un peu les règles globales de ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de voir enfin, de ce qu'un pentester serait capable de faire ou ce qu'un attaquant serait capable de faire ou d'arriver quoi, en attaquant l'infrastructure. Donc c'est un métier qui est assez, technique,
Parce que du coup, effectivement, ça va mélanger pas mal de connaissances de différentes technologies. Donc à la fois, du coup, ça peut être, enfin, on peut attaquer des réseaux, on peut attaquer des systèmes. Sur ces systèmes, il peut y avoir des softwares, il peut y avoir, enfin, différents types d'applications aussi. Donc à chaque fois, il faut les connaître et savoir à peu près comment elles sont utilisées. Et surtout savoir comment, en fait, les entreprises souvent les utilisent et donc parfois les utilisent mal ou les configurent mal, etc., pour trouver une faille qui va permettre d'avoir un premier niveau d'accès, puis peut-être un deuxième, puis un troisième, puis à la fin trouver un accès sur une ressource sensible, quoi. Donc ça peut être de la donnée, ça peut être plein de choses. Et donc une fois qu'on y a, si on y a accès, en tout cas, ce sera documenté la façon dont on a eu accès à cette ressource et pour ensuite la patcher, enfin patcher ce truc-là, donc combler la faille et puis avancer, quoi. OK, et effectivement, c'est assez essentiel dans la chaîne, la manière dont fonctionnent des équipes de cybersécurité, parce que si on n'essaye pas de tester ces défenses, c'est dur d'être sûr qu'elles sont à la hauteur. Ah oui, oui, Alors, si on avance vers c'est la complémentaire, quoi. Et si on avance vers la dernière famille de métiers, les métiers de la SGRC, Martin, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, sachant que là, effectivement, le scope des métiers est encore plus large? C'est ça. Comme l'a expliqué Nicolas et Antoine, Blue Team, donc qui est une équipe vraiment liée à la défense, Red Team liée à l'attaque, forcément, ils doivent se baser sur des normes, sur des directives, sur des réglementations. C'est un peu une partie de ce que fait les métiers de la GRC, qui sont des métiers liés à la conformité. On entend souvent parler du RGPD, de NIS2 aussi, qui sont des réglementations, des directives, qui sont là justement pour mettre sur le papier des bonnes pratiques sur justement bah, ce qu'il faut faire. Par exemple, un pen tester de Red Team, quand il fait ses attaques, il se base aussi sur des bonnes pratiques derrière pour pousser des recommandations pour comment protéger l'infrastructure du client. On a en France l'ANSSI qui justement joue beaucoup dessus. Après aussi, si on parle plus de stratégie avec le RSSI, lui, son objectif, c'est de piloter tout le système d'information. Donc tout ce qui regroupe là où l'information numériquement transite. Son objectif, c'est, à la différence d'un DSI qui lui gère le système d'information, lui, son objectif, c'est de gérer la sécurité et de gérer aussi comment sécuriser le système d'information, comment sécuriser les données et comment faire en sorte que elles ne puissent pas être accessibles facilement, vulnérables, et que aussi les différentes réglementations et directives puissent être respectées. Est-ce qu'on peut dire que le RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est un peu le chef d'orchestre de la stratégie cyber d'une entreprise? C'est ça. En fait, souvent, dans une entreprise, il y a un DSI et un RSSI, en tout cas dans les grands comptes. Et le RSSI, son objectif, c'est vraiment d'être le chef d'orchestre de la sécurité des systèmes d'information, tout en respectant les conformités, directives, réglementations. Euh, Parce que ce soit au niveau européen ou national, il y a des réglementations justement à appliquer. Alors, dernière petite question sur ces métiers de la cybersécurité. À votre sens, quels sont les métiers dans la cybersécurité qui sont le plus accessibles, à des profils en reconversion? Alors moi, Qui, ouais, vas-y, Martin. si je peux prendre la main, moi je dirais ingénieur cyber. Je pense que c'est le métier qui est le plus accessible parce que il touche un large spectre. Si en plus, ça peut être un profil de quelqu'un qui a déjà fait de l'informatique, sans forcément se spécialiser dans la cybersécurité. Un ingénieur cyber, il travaille aussi sur des bases d'informatique. En fait, ce qui peut différencier un admin système, un ingénieur informatique d'un ingénieur cybersécurité, c'est justement cette couche de sécurité qui rajoute et qui l'a aussi dans toute la vision qu'il peut apporter au quotidien. Donc, et je pense, par rapport à toutes les solutions et tous les sous-métiers qui existent ensuite de l'ingénieur cyber, je pense que c'est un des métiers qui peut être le plus accessible.
Et alors ça, effectivement, peut-être ingénieur cyber, pas mal pour des gens qui ont déjà un petit bagage technique et qui viennent de l'informatique. Antoine, pour des gens qui ont moins ce bagage technique, ça peut être quoi une bonne porte d'entrée vers les métiers de la cyber? Bah, moi, je suis assez d'accord avec Martin. Justement, j'aurais dit même, en fait, système admin, hein, ça marche très bien. C'est un peu plus junior, moins forcément technique ou moins généraliste, on va dire, qu'un ingénieur cyber. Mais, en fait, qui dit système admin dit que en fait, c'est plutôt là, la gestion donc, bah, d'un système ou de réseau. Mais donc souvent, ça vous donne en fait des très bonnes bases techniques pour ensuite aller sur des bonnes pratiques de sécurité du système que vous administrez, quoi. Et donc, bah, du coup, c'est une très bonne porte déjà d'entrée vers la cybersécurité qui est un peu plus technique et on va dire, voilà, on démarre sur quelque chose de peut-être pas forcément plus junior, ça va dépendre de ce que vous gérez donc aussi. Mais en tout cas, ça peut être une bonne porte d'entrée parce que ça vous donne en tout cas des très bons fondements informatiques, enfin fondation de connaissances techniques informatiques, pour ensuite aller du coup plus sur la couche sécurité et donc spécialisée sécurité. Et après, bah, évidemment, il y a la partie analyste SOC, hein. Je pense que Nicolas, tu pourras peut-être aussi complémenter, mais c'est vrai que en tout cas, ce qu'on voit chez nos élèves, c'est que souvent ça démarre aussi comme ça, en analyste SOC. Parce que du coup, c'est vrai que, enfin, souvent, on va faire partie, en tout cas, d'une équipe qui va pouvoir un peu aussi donner un cadre plus restreint et donc plus facile à gérer. Voilà, donc c'est vrai que aussi une bonne porte d'entrée qu'on voit, en tout cas, chez nos alumni, hein. OK, très clair. Hem, on en parlait en préparant cette, table ronde, avec vous 3, mais l'IA est en train de changer très profondément, le secteur de la cybersécurité. Il y a des évolutions qui sont positives, des gains de productivité, par exemple, on peut détecter beaucoup plus facilement les menaces. Je pense que Nicolas, tu vas pouvoir nous en parler. Et puis, il y a des aspects beaucoup plus négatifs, notamment, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, mais, l'augmentation, et la facilitation des attaques. Hem, alors, commençons par les aspects, positifs. Peut-être, je sais Nicolas, si tu veux prendre la parole en premier, mais quels sont ces aspects positifs qui sont apportés par, l'IA générative dans le secteur? Oui, oui, bah, donc l'IA, donc est pas mal adoptée par les attaquants, mais évidemment, beaucoup aussi par les défenseurs. Donc que ça soit dans, voilà, dans la CTI, ou dans les SOC, on va pouvoir aussi exploiter cette nouvelle capacité pour aller plus vite, pour s'adapter à la vitesse des attaquants et aussi pour, automatiser encore plus certaines tâches qui étaient vraiment répétitives. Donc je pense par exemple, nous en termes de CTI, on fait beaucoup de veille, sur tout ce qui se passe en termes de nouvelles, menaces, nouveaux malwares, nouvelles vulnérabilités, qui ont explosé aussi à cause de l'IA. Et donc, ça va nous permettre d'automatiser beaucoup plus rapidement, parce que la machine, elle va synthétiser, elle va résumer, elle va extraire des informations beaucoup plus rapidement qu'un analyste, humain. Et donc ça va permettre à l'analyste de se focaliser sur, voilà, les choses les plus importantes. Et c'est pareil côté SOC. Voilà, les analystes, on va dire au début, qu'on appelait de niveau 1, qui allaient trier les alertes. Maintenant, on va plutôt former des agents IA à trier, ces alertes. Pas forcément, et c'est aussi un travail aussi pour les humains de former les IA, à suivre des bonnes, procédures d'investigation. Parce que voilà, l'IA en tant que telle, même s'il y a des IA qui sont spécialisées des fois en cyber, il faut lui apprendre, pour ensuite exploiter en pleine mesure vraiment toutes ses capacités. Donc ça va être vraiment l'accélération de et surtout la suppression de certaines tâches qui sont, répétitives et quand on parle de bah, il y a de plus en plus d'attaques, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'alertes dans les SOC et donc humainement, on va pas pouvoir, faire des SOC de 200 personnes, mais voilà, l'agent IA va pouvoir traiter, ce premier niveau et ensuite laisser aux experts cyber, de traiter ceux qui sont le plus importants, remédier aux attaques. Et alors justement, ça fait une très bonne transition. C'est quoi les aspects négatifs, de la révolution de l'IA générative? Comment au final enfin, quelles sont les conséquences du fait que l'IA générative soit disponible de manière complètement massive? Bah, pour les attaquants, finalement, on se rend compte qu'ils sont peut-être été plus rapides que les défenseurs à s'approprier l'IA, pour générer, voilà, du phishing, vraiment, avant, on pouvait se moquer du phishing avec des fautes d'orthographe. Maintenant, avec l'IA, plus personne fait des fautes d'orthographe, plus personne écrit ou ne répond à des mails et eux, c'est pareil.
Va y avoir aussi la partie, la rédaction de code malveillant, écrire des malwares. Finalement, on n'a plus besoin d'être un expert. Comme maintenant, on n'a plus besoin d'être un expert pour développer un site web ou une application avec des LLM. Les attaquants, c'est pareil. Et donc, ils vont pouvoir développer à la volée un code malveillant pour chaque campagne. Et donc, ça va rajouter du travail pour les défenseurs d'analyser chaque code. Et donc, nous aussi, on s'adapte et donc on développe des outils pour faire du reverse engineering, donc analyser techniquement les codes malveillants automatiquement aussi avec l'IA pour s'adapter au nouveau rythme, au tempo des attaquants, quoi. Et là, il y a aussi donc il y a clairement, ça devient beaucoup plus facile d'attaquer parce que facile de faire des deepfakes en social engineering, de faire du phishing, de faire du code malveillant. Il y a un autre angle et je pense que Antoine, toi qui travailles beaucoup, sur l'IA en général, c'est l'augmentation de la surface d'attaque parce qu'on développe des agents IA et on produit de plus en plus de choses avec l'IA. Tu peux nous en enfin, donc là, c'est plus nous qui nous tirons en tant qu'utilisateurs une balle dans le pied. Est-ce que tu peux, nous en parler un peu plus de cet aspect-là? Oui, bah, en fait, je pense que ça revient un peu à ce que disait Nicolas, c'était que on enfin, en fait, avec l'IA est arrivé de juste des beaucoup de nouveaux usages, et des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant dangereuses, quoi. Mais effectivement, même dans l'IA en soi, il y a plein de failles qui ont émergé, qu'on n'avait pas vues avant, puisque du coup, on n'avait pas d'IA générative. Avant, les IA étaient capables de faire des choses beaucoup plus restreintes. Mais par exemple, tout le concept de ce qu'on appelle du prompt injection ou de l'adversarial prompting, ça vient de là. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de jailbreaker en fait des IA pour qu'elles vous fassent des choses qu'elles n'étaient pas censées faire initialement. Donc techniquement, par exemple, quand Nicolas disait que du code malveillant, des attaquants peuvent le générer. Techniquement, en fait, aujourd'hui, on est censé avoir des safeguards, quoi, enfin des garde-fous qui vous permettent de ne pas le faire. Quand vous avez un Gemini, un Claude ou quelque chose comme ça, essayez de lui demander aujourd'hui, genre, écris-moi un malware qui va permettre de faire ci, ça et ça. Vo- Par défaut, elle n'est pas censée le faire, mais il existe des techniques pour justement bypasser ces garde-fous. Donc ça, voilà, par exemple, c'est des nouveaux éléments qui permettent de. Et donc, du coup, aussi vient avec ça, et par le fait que beaucoup plus d'entreprises maintenant s'appuient sur l'IA pour pouvoir avancer, bah, en fait, des nouvelles failles se sont créées parce que, mettons, par exemple, vous avez créé tout un processus automatisé avec un agent IA qui va appeler une base de données quand elle a besoin de consulter des infos à vous, privées, quoi, qui ne sont pas sur Internet, mais qui sont nécessaires pour répondre à une question donnée. Et ben, un attaquant peut tout à fait essayer de trouver un moyen de contourner l'utilisation de l'IA pour siphonner ce qu'il y a dans la base de données. Et donc, vous trouvez avec du coup du data leaking comme ça que vous n'auriez pas forcément eu avant quand on crée du software où tous les scénarios sont écrits à l'avance et donc plus difficile déjà de trouver des surfaces d'attaque, même s'il y en avait, hein, mais en tout cas celle-là, c'est une nouvelle, quoi. Clairement et d'autant plus qu'avec le développement de l'IA, on a des profils non techniques comme moi, par exemple, directeur marketing, qui commençons à faire des choses techniques et qui augmentons la surface d'attaque alors qu'on n'a pas forcément les bonnes pratiques. Et effectivement, peut-être que demain, il faudra former des collaborateurs où avant, il fallait juste nous former au phishing et nous former à des bonnes pratiques, justement, par rapport aux clés d'API, comment les révéler ou ce genre de choses assez importantes. Alors, la question que ça pose, il y a deux questions. Déjà, la première question, c'est qu'on voit bien qu'il y a un peu une guerre. Euh, donc, qui gagne cette guerre à votre sens? Est-ce que au final, c'est les défenseurs qui voient leur travail vraiment facilité ou pour le moment, c'est plutôt les attaquants qui ont des capacités d'attaque démultipliées? C'est quoi votre sentiment là-dessus à l'heure actuelle? Alors juste pour rebondir avant sur ce qui a été dit, et après je réponds à la question si Ouais, bien besoin. sûr. Il y a des aspects qui sont intéressants. Le premier, c'est que avec l'IA, en effet, comme ça a été dit, c'est beaucoup plus facile de faire des attaques et c'est aussi plus facile c'est un outil en fait qui devient accessible à n'importe qui. Et même à des gens qui n'étaient pas forcément euh, des hackers ou qui avaient des connaissances importantes dans l'informatique ou la cybersécurité. Et donc le fait que
cet outil devienne accessible à n'importe qui, même à des gens qui ne connaissent rien à l'informatique et rien à la cybersécurité, bah, ça fait qu'il y a plein de personnes qui peuvent être tentées justement de faire des attaques, de, d'essayer voilà, de faire des malwares, des virus, des phishing, pour justement, dans un but malveillant, alors qu'ils y connaissent pas forcément quelque chose. Donc ça, je trouve, c'est le premier aspect qui peut-être peut être plus compliqué, bah, par exemple pour Nicolas quand on fait du SOC, d'avoir plus d'alertes que ce qu'il y avait avant l'IA. Et le deuxième aspect, qui rejoint un peu le premier, c'est, bah, vu que c'est un outil qui devient accessible à n'importe qui, l'IA, actuellement, ça reste un outil, évidemment, qui fait des erreurs. Mais le fait que cet outil soit accessible à tout le monde, bah, parfois les gens ne se rendent pas compte que le code, que les virus, que les choses malveillantes qu'ils font avec l'IA, bah, en fait, ne sont pas optimisées, ne sont pas suffisamment, comment dire, sécurisé ou protégé par rapport à ce que ferait un vrai hacker qui a des vraies connaissances, ce qui peut aussi les exposer bien plus. Demain, quelqu'un qui connaît rien, qui se dit, bah écoute, je vais tenter de hacker ce site web, bah, en fait, peut s'exposer beaucoup plus qu'un hacker compétent parce que l'IA actuellement n'est pas assez compétente pour faire quelque chose d'aussi précis que ce que ferait un humain, un hacker, quelqu'un qui a des compétences précises. Et ça va du coup dans les deux sens. Pareil pour un défenseur. Alors peut-être c'est quelque chose qu'on parlera un peu plus après au niveau des compétences. Mais moi je pense que entre les défenseurs et les attaquants, ça sert malheureusement plus les attaquants, je pense, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux du coup de trouver des nouvelles vulnérabilités, de trouver des nouveaux axes d'attaque, de tester ça sur plein de sites, de plein de choses, avant qu'un défenseur puisse se rendre compte justement de ce qui est en cours. Donc je pense que ça sert plus aux hackers et pour, rejoindre un peu ce que je disais, je pense que de façon générale, l'IA sert beaucoup plus quelqu'un qui a déjà des compétences et qui a déjà, l'expertise de la connaissance du sujet qu'il traite. Ça veut dire que demain, un expert en cyber ou un hacker, si c'est des personnes qui ont les compétences, qui ont la connaissance et qui connaissent très bien leur sujet, l'IA va leur permettre d'aller beaucoup plus loin qu'une simple personne qui, bah, ne connaîtrait pas ces sujets, qui n'aurait pas les compétences. Et moi, je sais, parce que je donne des cours aussi, bah, à Guardia, justement, dans la cybersécurité. Et c'est un des sujets que j'apprends beaucoup aux étudiants, c'est de bien transmettre et comprendre ce que fait une IA si jamais ils l'utilisent, pour que les compétences que l'IA a à un moment donné pour faire une action, générer du code par exemple, qu'ils puissent le comprendre pour transférer la compétence et qu'ils comprennent bien ce qui est fait et non qu'ils disent bêtement à l'intelligence artificielle Ouais. fais-moi ci, je récupère le résultat et devra ensuite Alors avoir le résultat. c'est archi intéressant parce qu'effectivement, tu nous parles d'un phénomène dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu les hackers du dimanche qui ont vu le jour avec le développement de l'IA. Je crois qu'il y a un nom assez drôle en anglais, mais que je n'ai plus. Donc si l'un de vous l'a en tête, n'hésitez pas. Et effectivement, pour le coup, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que les gens qui ont déjà une bonne base en informatique, bon, bah, leur capacité d'action est démultipliée d'un côté ou de l'autre par l'IA. Toi, Nicolas, justement, pour aller un peu plus sur l'impact que ça peut avoir sur les métiers, donc tu disais que tu es à la tête d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Est-ce que tu as l'impression que cette révolution de l'IA, au final, elle va plutôt créer de l'emploi dans l'IA et en fait créer de nouvelles opportunités, ou au contraire, tu as l'impression que c'est destructeur d'opportunités professionnelles? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Bonne question. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de peur et de crainte autour de, voilà, de cette partie de destruction d'emplois, qu'on a du mal à juger forcément maintenant parce qu'on est quand même au début de l'IA, de l'agentique, voilà. On commence à tester, mais pour mettre en place tout ça, il faut quand même des humains. Et moi, j'ai du mal à me projeter dans un monde où il y a voilà, que des IA qui parlent entre elles, et que mon équipe se transforme en agent 1, agent 2, voilà. Je pense que ça, comme le disait Martin, je pense que ça va renforcer plutôt les compétences de ceux qui savent déjà. Et donc la question se pose beaucoup pour les juniors aujourd'hui de se dire qu'il faut comment eux, il faut qu'ils appréhendent aussi l'IA dans leur parcours de formation, parce que c'est ça qui va être important pour eux, c'est de maîtriser les basiques
de leur métier et en même temps de maîtriser maintenant l'IA. Donc moi, je pense que ça va plutôt voilà, démultiplier et automatiser certaines tâches qui étaient très répétitives et fatigantes pour les analystes. Euh, mais ça nécessite quand même pas mal de travail. Finalement, c'est pas aussi simple de juste demander à une IA. Voilà, ça c'est le mode de base. On pose des questions à une IA, elle nous répond, voilà, on utilise. Maintenant, ça va être plutôt de recréer un peu les workflows métiers en ajoutant de l'IA là où il faut et pas forcément partout pour que ça aille plus vite, pour automatiser certaines choses. Et donc ça prend du temps aussi à expérimenter. Et donc souvent on dit que l'IA ça fait gagner du temps, mais au début ça fait perdre quand même pas mal de temps. Nous on l'expérimente au quotidien aussi, mais voilà, il faut tester. Euh, donc je pense pas que ça va, voilà, j'ai pas forcément peur pour les métiers de la cyber. Après voilà, comme je disais, analyse stock de niveau 1, des sociétés qui fonctionnent sur ce modèle-là, avec différents niveaux d'expertise, voilà, ça va être plus compliqué de justifier de recruter un junior dans un SOC. Il va falloir que le junior soit déjà assez compétent parce que ça va être remplacé par des agents IA qui vont traiter le premier niveau des alertes. Donc c'est là où il y aura peut-être une refonte de certains métiers pour aller sur vraiment de l'expertise sur des menaces particulières, des technologies particulières et créer voilà, ces workflows d'IA qui vont aider à aller plus vite, quoi. Et d'où l'importance, et ça fait une très bonne transition avec la prochaine partie où on va parler des compétences, mais d'où l'importance vraiment au cours de sa formation de ne pas, et t'en parler pour, parce que la Guardia c'est plutôt de la formation initiale, mais de de ne pas se laisser, aller à tout déléguer à l'intelligence artificielle et au contraire, nous, c'est un peu, peut-être qu'Antoine, tu pourras en parler, là-dessus, à la fin, mais notre posture, c'est vraiment de dire aux gens de se servir de l'IA avec beaucoup de parcimonie au départ parce qu'il faut absolument qu'ils apprennent à faire pour pouvoir faire refaire par des agents IA ensuite et qu'ils comprennent ce qu'ils font. Hem Néanmoins aussi, je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'on observe, ne serait-ce que côté développement, c'est qu'au final, ça permet d'automatiser les tâches réparbatives, mais c'est un peu l'histoire de l'humanité. Toujours, dès qu'on se rend compte que c'est facile de coder, eh ben, on code 10 fois plus de choses, on lance 10 fois plus de nouveaux produits et tout. Dès que le coût de production diminue, on produit plus et au final, on a toujours besoin d'autant de personnes. Alors si on passe maintenant aux compétences, justement, Martin, toi qui as aussi un peu cette casquette de professeur et en même temps un recul assez récent sur des études en cybersécurité, pour toi, c'est quoi les compétences absolument centrales de tous les métiers de la cybersécurité? L'avantage de la cybersécurité, c'est qu'elle a une même base, c'est, l'informatique. En fait, qu'on soit intéressé par les métiers de blue team, de red team ou, de GRC, heu, donc que ce soit plutôt des métiers techniques ou des métiers, plus, théoriques ou, sur la conformité, en fait, il y a un même besoin de connaissances sur l'informatique. Plus demain quelqu'un aura ces connaissances en informatique, plus elle sera apte à comprendre la cybersécurité et à savoir se spécialiser. Je pense que c'est pour ça que souvent on dit que la cybersécurité, c'est une spécialisation. Ça vient comme une couche en fait sur l'informatique. Demain, sans, informatique, on ne peut pas faire de cybersécurité, que ce soit enfin peu importe le métier. Pour rejoindre, ce qui a été dit avant sur l'IA, j pour faire un peu, le cumul des 2, je trouve ce qui est super important et c'est ce que j'explique justement, beaucoup, aux élèves, de la Guardia, Cybersecurity School que j'ai, c'est de, beaucoup monter en compétences, sur ce que disait Nicolas aussi. Bah, en effet, peut-être qu'il y a certains métiers qui vont changer ou sur le monde de demain, peut-être que, certaines approches vont être différentes avec, l'IA qui permet d'automatiser certaines tâches qui peuvent être redondantes. Demain, quelqu'un qui, est capable de monter en compétences, de monter en expertise, de monter ses connaissances et de comprendre bien plus, la technique, la théorie, en tant que junior, sera beaucoup plus capable de rentrer directement dans une entreprise en passant ce palier, bah, comme par exemple, disait Nicolas, de SOC 1 ou qui est maintenant, parfois automatisé, en passant en fait directement, au SOC 2, enfin à l'étape supérieure. Et c'est vrai que je le vois aussi, de mon côté, les élèves qui, montent beaucoup plus en compétences, qui, travaillent beaucoup plus, de leur côté, pour, prendre l'IA comme un outil qui va les aider à monter en compétences et non qui va leur faire leur boulot. C'est vraiment là, en fait, que la qualité, se joue sur, leur efficacité et comment ils pourront demain,
heu, être, avoir un métier, en fait, tout simplement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être, Antoine, sur les compétences, à ton sens, quelles sont vraiment les compétences essentielles en cyber et comment on essaye, d'y préparer nos élèves chez JEDA? Ouais. Alors, je pense que si on revient sur la partie technique, effectivement, je pense que, la cybersécurité, il y a des bases en informatique à avoir, surtout si on cherche plutôt des métiers, on va dire effectivement blue team, red team. Dans la partie GRC, c'est peut-être un peu moins le cas, mais ça veut pas pour autant dire qu'il y a pas besoin un peu de comprendre la matière en elle-même de ce qu'on fait, quoi, de pourquoi il y a des risques, en tout cas, qui sont inhérents à la façon enfin, au fait d'avoir une infrastructure IT, quoi. Mais effectivement, je pense que déjà, de manière très concrète, il faut savoir comment fonctionne un réseau, il faut savoir comment fonctionnent des systèmes et notamment, vous commencez par la partie Linux, ensuite, la partie Windows. Donc nous, c'est un peu ça qu'on fait d'ailleurs dans les programmes, c'est qu'on a commencé par poser déjà des bases techniques informatiques, pour ensuite remonter sur à chaque fois, dans ces bases techniques, quelle est la couche sécurité qu'il faut avoir et donc de bien comprendre le contexte dans lequel on évolue et donc, bah, de voir un peu les failles qu'il peut avoir et donc les éléments particulièrement, ça va commencer par de la mauvaise configuration, si vous prenez un Active Directory, donc qui est un système sur Windows, il y a plein de configurations générales qui sont mal faites avec des éléments par défaut qui sont laissés, etc., que les attaquants du coup exploitent. Donc ça, le moyen de comprendre ces exploitations, c'est effectivement de savoir comment on monte par exemple un Active Directory. Donc ça va être une façon de le faire par exemple enfin une chose qu'on fait du coup sur la formation. Donc voilà, donc sur les compétences techniques, je dirais ça, c'est déjà on voit les bases en informatique et ensuite on remonte au fur et à mesure. Et après, bah, plus on peut avancer, plus on a des bases solides, plus on peut aussi aller sur des compétences sécurité et techniques qui sont plus avancées. Bah, notamment, je pense au cloud qui aujourd'hui est extrêmement important et parce qu'il est prépondérant partout, quoi. Mais après, on peut aussi aller sur l'analyse de malware, on peut aller aussi bah, justement sur les outils de threat intel. Dans les outils de threat intel, on a aussi tous les outils, ce qu'on appelle les SIEM. Bref, donc au fur et à mesure, on peut remonter sur plein de choses parce que ces fondations sont solides et sur lesquelles on peut s'appuyer, quoi. Pour, Très clair. ajouter aussi peut-être, je trouve ce qui est intéressant comme compétence par rapport à ce que tu disais Antoine, c'est, sur la veille. Que ce soit dans la cyber, mais aussi dans l'IA, c'est tellement, des domaines qui évoluent, super rapidement qu'être capable, même que ce soit après, une formation ou, pendant une reconversion ou peu importe, de toujours être capable de faire des veilles, constants pour, être, voilà, informé des dernières actualités, des dernières menaces, attaques, défenses. Je trouve que c'est super important et c'est ce qui peut peut-être aussi faire la différence sur la compréhension parfois de certains sujets. Ouais. C'est presque Et tout le ça me métier de fait Nicolas, finalement. Oui, tout à fait. et c'est quelque Et chose qui est très important, c'est vrai pour tous les métiers de la cyber de savoir se tenir au courant voilà, des dernières tendances en termes de menaces, en termes de technologie, en termes de vulnérabilité, de bonnes pratiques, de référentiels, de réglementation qui évoluent aussi très rapidement. Parce que finalement, le cyber, voilà, c'est un métier qui évolue très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui sortent chaque jour, chaque semaine, que ce soit technique voilà, ou réglementaire. Et donc, il faut se tenir à jour. On peut pas juste se dire, oh, je me forme maintenant et je vais faire 15 ans dans la cyber. Il va falloir faire des formations et la veille, ça fait partie voilà, de l'auto-formation sur déjà se tenir au courant. Parce que maintenant, il y a plein de moyens pour le faire facilement, même avant l'IA. Mais avec l'IA, c'est encore plus simple maintenant voilà, d'avoir un petit briefing matinal sur ce qui est sorti dans l'actualité. C'est vraiment un use case, je pense que tout le monde a déjà un petit peu fait. Donc ça, c'est assez important quoi, comme compétence transverse à tous les métiers. Et au final, en fait, ça fait une très bonne transition avec la question suivante qu'on va traiter, qui est celle des perspectives d'évolution. Mais c'est le cas pour tous les métiers de la tech, mais encore plus pour les métiers de la cybersécurité. Mais en fait, c'est des métiers où on a besoin de continuer à se former, comme tu le disais, en permanence. Et c'est ce qui permet justement aussi
de rendre les carrières dans la cybersécurité, qui est un domaine assez pointu, super intéressante, c'est qu'au fil d'une carrière, on peut vraiment avancer vers, d'autres familles de métiers, vers enfin, on va en parler juste après. Parlons d'abord juste, je vous ai fait une petite slide parce que c'est une question qu'on a très souvent des candidats où j'ai mis un peu, les salaires médians d'après une enquête de Hays en 2026, dans le domaine. Alors bien sûr, on voit que les salaires médians sont un peu tirés par le haut par les métiers de pentester et RSSI, mais c'est important quand même de dire que c'est des métiers RSSI qui sont beaucoup plus techniques, enfin, et beaucoup plus stratégiques, et pentester plus techniques. Hein. Donc, forcément, peut-être que je pense que la bonne porte d'entrée, comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt ingénieur cyber. Avant qu'on parle de comment on peut évoluer professionnellement dans l'univers de la cyber, une question qu'on a souvent dans le cadre de la reconversion, et elle est pour toi, Antoine, c'est à quelle rémunération est-ce qu'on peut s'attendre quand on débute après une reconversion? Bah, alors après une reconversion, c'est toujours un peu le effectivement, parce que c'est une réponse qui va être nuancée, parce que complexe, qu'en fait, tout dépend du background initial que vous avez, quoi. Hem, on va dire que quelqu'un qui fait une reconversion à 360°, c'est-à-dire, je sais pas, je travaillais dans l'automobile, et je passe en cybersécurité, heu ça va être effective enfin, les salaires vont plus ressembler à des salaires de juniors, mais ce qu'on dit souvent, c'est que quand vous reconvertissez, il y a tout un background avant que vous pouvez mettre en avant et en fait, la f tout l'art, ça va être de savoir qu'est-ce qui est intéressant à réappliquer en cybersécurité qui peut être valorisable. Et donc, plus vous avez ça, bah, plus forcément la fourchette de salaire va être quand même plus haute. Alors, bien évidemment, on reste quand même en fonction du métier dans là, tu l'as montré dans la slide de tout à l'heure avec des fourchettes quand même, enfin, il y a une fourchette haute, une fourchette basse. C'est peu probable que vous dépassiez ces fourchettes non plus, parce que du coup, sinon, vous serez sur d'autres métiers. Mais on va dire que bah, si avant vous avez travaillé dans des grands groupes, que vous avez géré des différents sujets, notamment de la sécurité, si vous avez été software engineer avant, enfin si vous avez fait de la programmation, et cetera, bah, forcément, c'est des choses que vous allez pouvoir réappliquer. On parlait d'administrateur système tout à l'heure, un admin 6, bah, forcément, il a eu des compétences en informatique qui va forcément faire valoir du coup quand il va aller sur des sujets plus sécu. Donc en fait, c'est voilà, c'est tout ce scope-là. Là, je suis allé un peu de l'extrême, vous reconvertissez à 360 et il n'y a pas du tout d'éléments que vous pouvez reprendre c'est presque une continuité naturelle de mon métier actuel d'aller sur la sécurité. Et en fait, entre les deux, vous avez tout un éventail de choses qu'il faut trouver, quoi. Donc nous, c'est un peu ce qu'on conseille aux élèves et c'est quand on fait du coaching carrière avec eux, c'est d'essayer justement de trouver tous ces éléments qui peuvent être mis en valeur et au final, du coup, on se retrouve, à la sortie, nous, quand on voit les rémunérations des élèves, c'est à peu près ce qu'on voit là, dans l'étude de Days, hein. Donc voilà, avec ce scope, du coup, de qu'est-ce que j'ai comme background avant, à faire valoir. Très clair et effectivement aussi les métiers de la cyber, mais ça on va en parler maintenant, c'est des métiers où on peut évoluer assez rapidement comme tous les métiers de la tech. Ça dépend aussi pas mal de votre capacité à continuer à vous former, une fois que vous êtes en poste. Justement toi Nicolas, qui a, pas mal d'expérience, comment tu décrirais, les perspectives d'évolution une fois qu'on a intégré, le monde de la cyber? Quel Comment tu as vu des collègues autour de toi évoluer? Comment toi-même tu as évolué depuis que tu es rentré dans le secteur? Oui, ben, pour prendre mon cas personnel, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais plutôt dans la GRC, dans un cabinet de conseil, et donc finalement, ça permettait de voir beaucoup de choses différentes en termes de cybersécurité, travailler quand on est consultant, on travaille aussi pour plein de clients de secteurs différents, de tailles différentes et donc c'est assez formateur. Et ensuite, je pense que ce qui est important, c'est qu'on peut, voilà, pivoter vers d'autres métiers. Comme on disait, voilà, de la GRC, bah, je me retrouve maintenant à manager une équipe plutôt, d'analystes, cyber techniques qui sont, voilà, beaucoup plus, experts que moi, au niveau technique, et eux-mêmes ont des parcours, assez, différents. Certains ont commencé, voilà, comme analystes CTI et d'autres sont passés d'abord ont été pentesters pendant, 5 ans, d'autres ont été développeurs, et donc on voit bien, l'évolution,
qui peut être assez rapide en fonction aussi des formations, voilà, qui peuvent être faites par les personnes, mais également, leur curiosité et passion pour la cybersécurité qui fait que, voilà, ils vont pouvoir apprendre au contact de nouveaux collègues. Et donc, c'est assez intéressant et puis voilà, d'avoir des fois des backgrounds un peu différents des autres, c'est une force pour certains métiers de la cyber, d'avoir, voilà, une vision des fois, il y a des auditeurs, techniques ou non techniques qui ont fait, je sais pas, qui ont été psychologues, qui ont fait des études en psychologie, donc ils vont, apporter cette compétence, aussi, dans la cyber ou, les juristes aussi qui vont avoir, voilà, une rigueur, des choses comme ça, qui vont permettre d'aller, dans la partie conformité, à être beaucoup plus efficace qu'un ingénieur, qui est des fois peut-être un peu moins rigoureux sur certains aspects. Donc, ça va être, voilà, je pense qu'il y a pas mal de passerelles vers tous les métiers de la cyber. Une fois qu'on est rentré dedans, c'est vrai que voilà, la principale difficulté, ça va être de rentrer, même si le marché est quand même assez. Enfin, il y a toujours des besoins de postes, même si c'est peut-être plus compliqué ces derniers temps. Mais voilà. Et donc effectivement, c'est archi intéressant parce que toi, dans ton parcours, si je comprends bien, tu as d'abord fait une évolution horizontale, donc tu as vraiment un peu changé de famille de métier, passant de la GRC plus à la Blue Team. Et ensuite, tu as fait l'évolution verticale plus classique qu'on voit dans des carrières, qui est de manager des équipes, d'encadrer des projets de plus en plus importants. Et ben écoutez, ça va nous permettre de passer à la dernière partie qui est, tu as commencé un peu aussi à parler à ajouter des éléments de comment on pourrait se reconvertir dans la cybersécurité. Mais cette dernière partie, l'idée, c'est de vous donner vraiment des conseils pratiques sur comment on peut s'y prendre pour se reconvertir. Et donc, je voulais commencer par toi, Martin. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se reconvertir dans la cybersécurité? Quelle approche est-ce que la personne devrait prendre? Bah déjà, comme disait Antoine, l'avantage de la cybersécurité, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, mine de rien, et que c'est facile de rentrer en tant qu'ingénieur cyber, par exemple, si on était avant admin 6 ou fleuriste, ou qu'on monte en compétences, et de pouvoir ensuite, comme l'a expliqué Nicolas, en fonction des montées de compétences, changer facilement de métier. Mais je pense que euh, une une des astuces intéressantes quand on veut se reconvertir, qu'on ait déjà des bases ou non d'informatique, c'est beaucoup se renseigner sur comment ça fonctionne, les différents métiers, leurs définitions, et essayer déjà de rechercher par rapport aux bulles un peu qu'on avait fait juste avant, Red Team, Blue Team, GRC, qu'est-ce qui nous intéresserait le plus. Une fois déjà qu'on peut être capable de se dire, OK, la Blue Team m'intéresse plus dans un premier temps, ou la Red Team, ou la GRC, on peut déjà, par rapport à ça, monter en compétence sur des sujets spécifiques, euh, faire de la veille aussi, comme j'ai dit juste avant. Je pense que ça, c'est très important. Est-ce que vous avez, alors c'est un peu une question pour vous trois, hein, mais est-ce que vous avez alors, on a participé à cette table ronde où on connaît mieux les métiers. Il y a le fait effectivement de parler à des professionnels de la cybersécurité. Faites appel à votre réseau, peut-être pour prendre un petit café avec quelqu'un qui travaille dans le secteur, pour vraiment avoir un son de cloche interne. Et il y a le fait, comme tu disais, Martin, de commencer à se former. Vous auriez des petits tips sur comment commencer à se former, des petits sites web où il y a des trucs fun à faire pour un peu découvrir le monde de la cyber? Parce que je crois qu'il y a quand même quelques petits trucs intéressants. Nicolas, Oui, je tu veux y pense aller? que sur les métiers, techniques, il y a pas mal de sites qui proposent des CTF, des challenges techniques à résoudre. Try Hack Me, Hack the Box, des choses comme ça qui sont gratuits pour des premières versions et qui permettent un peu voir un peu à quoi ça ressemble, des challenges un peu de sécurité. Donc je pense que ça permet aussi de montrer une motivation, parce que c'est ça aussi qui va être important quand on se reconvertit, c'est de faire de la veille, c'est bien, de contacter des gens. C'est vrai que moi, là, pas mal de personnes peuvent des fois nous contacter sur LinkedIn pour voilà, avoir notre vision sur certains métiers de la CTI parce que les gens veulent se reconvertir. Donc je pense que c'est bien de faire la première approche, de contacter des personnes, des professionnels du secteur, mais aussi, voilà, aussi montrer qu'on a un intérêt et le matérialiser par ces petits CTF, par monter sa petite infrastructure. Si on veut être analyste SOC, voilà, il y a plein d'outils open source qui existent. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et montrer on s'intéresse, on a testé. Et je pense que là aussi, l'IA peut aider à aller plus vite,
à apprendre, parce qu'on peut aussi voir l'IA comme une aide à poser des Oui. questions en apprentissage et pas juste fais-moi le lab, mais explique-moi comment je dois faire et pourquoi. Et donc si on l'utilise comme ça peut être assez intéressant pour monter en compétences aussi avant de faire, voilà, je pense de faire des formations aussi ou des bootcamps sur où on est vraiment focus sur les bases techniques, c'est aussi intéressant, mais d'avoir déjà cette motivation avant personnelle, ça peut être très important, quoi. Donc tester si le secteur nous plaît, si on a vraiment une appétence, si quand on s'y met, ça nous passionne parce que ça reste aussi, vous l'avez un peu évoqué, mais ça reste un secteur de passionnés, le monde de la cybersécurité. Souvent, on croise quand même, beaucoup de profils très passionnés. Dernière petite question sur ce sujet-là pour toi, Nicolas. Vu qu'en tant que manager, tu encadres pas mal de monde, tu as dû voir des profils en reconversion. Toi, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner, à quelqu'un qui réfléchirait à se reconvertir? Oui, oui, j'en ai déjà eu, recruté, des personnes qui étaient, heu doctorante en biologie et qui finalement est devenue analyste CTI, et maintenant qui est responsable, voilà, d'une équipe de cyberdéfense, donc voilà, qui a vraiment une changement de carrière, qui passe du tout au tout. Donc c'est vraiment, bah, je pense moi oui, comme je disais, c'est un peu la passion, la motivation, et de prouver un petit peu ça via, voilà, ces différentes expériences qu'on peut démontrer déjà, de façon, individuelle avec son temps libre. C'est déjà, je pense, important. Il y a pas forcément, il y a pas mal maintenant de MOOC aussi, de petites certifications qui permettent de montrer que, voilà, qu'on est intéressé sur certains sujets. Ça peut être pas mal. Et après je pense qu'il faut il faut quand même, voilà, bien se renseigner sur les métiers. Heu et c'est vrai que c'est toujours rigolo, depuis 15 ans, c'est vrai qu'en sortie d'école ou des étudiants, la première chose qu'ils vont vouloir faire en cyber, c'est l'offensif pentester et je pense que voilà, c'est peut-être pas le premier bon choix forcément de commencer par là. Je pense que, maintenant il y a beaucoup d'autres métiers qui voilà, comme l'analyste SOC qui a évolué ces dernières années, mais voilà, d'être consultant en cybersécurité mais avec un background technique, je pense que c'est super, intéressant. Également. Et après maintenant, il y a tous les nouveaux métiers, ben, liés au cloud, quand même qui a quand même pas mal, enfin toutes les entreprises ont des solutions dans le cloud. Il y a quand même pas mal de plateformes, il faut maîtriser, que ce soit, Google, AWS, Microsoft, chacun a des technologies assez différentes. Donc de maîtriser tout ça, ça peut être assez intéressant et très recherché, je pense, dans les entreprises, maintenant ou dans des cabinets de services qui vont vendre, des experts sur ces sujets-là. Donc aussi de trouver un peu des fois nouvelles niches de métiers en cyber, ça peut être important, pour aussi se donner des chances, Pour se facilement de se démarquer un Ouais, peu, juste être pentester ou analyste SOC aussi. complètement. Hem Et alors, justement, Antoine, toi, avec ta casquette de créateur de contenu cyber, pour se reconvertir très concrètement, comment tu t'y prendrais? Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ce qu'on propose du côté de Jeddah? Oui, alors, pour se reconvertir, je dirais que déjà, effectivement, la 1re étape, vu que c'est un métier assez passion, je trouve que démarrer par des contenus gratuits, c'est une très bonne idée parce que de toute façon, nous, par exemple, sur nos programmes, on filtre comme ça. De toute façon, on regarde un peu justement la motivation des profils et on voit si, déjà il peut y avoir, si ça peut matcher du coup avec l'idée de vouloir, se reconvertir en cybersécurité. Puisque de toute façon, chez nous effectivement les bootcamps c'est assez intense donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine appétence au départ. Donc, premier conseil, c'est ça, démarrer par ça. Je fais un petit peu de pub pour notre plateforme Julie, mais du coup, je vous ai écrit, par exemple, là, pour tous les gens qui veulent justement démarrer un cours sur Bash, donc qui est de la ligne de commande avec des jeux, des trucs un peu interactifs avec des jeux. Je vous conseille parce que je sais que les élèves aiment bien et c'est gratuit. Donc, typiquement, ça, voilà, c'est un bon truc. Mais vous avez RootMe aussi, donc pour faire un peu de pub plutôt aux plateformes françaises que vous pouvez utiliser aussi. Et après, une fois qu'on est là-dedans et que vous avez pu passer le pas de OK, ça m'intéresse et je veux aller me reconvertir, les formations que nous on fait, enfin, vous pouvez choisir effectivement plein de formations, mais en tout cas, celles que nous on fait, elles sont par niveau. Donc, c'est ça un peu, je pense, la chose qui a fait aussi la force de Jeddah et sa réputation. C'est qu'on a construit nos programmes en prenant du coup des paliers
qui vont correspondre un peu aux objectifs professionnels de chacun. Donc, en général, quand on démarre de zéro, on va aller démarrer par le programme Essentials, qui est plutôt un programme court, mais qui va vous permettre de voir déjà l'ensemble du domaine, donc à 360 degrés, avec une profondeur technique qui sera moindre, mais qui vous déjà permettra de comprendre vraiment bien l'ensemble du domaine et d'avoir des compétences solides pour ensuite, du coup, soit aller vaquer à vos occupations et donc mieux comprendre déjà le domaine et avancer, soit effectivement pour passer au palier d'ensuite, qui est le palier full stack, qui est là et une formation plus longue, mais qui va vous permettre d'être crédible sur le marché et donc là de trouver votre premier poste en cybersécurité. Et après encore, on a le programme Lead qui est plutôt là pour les personnes qui ont soit déjà fait la full stack et qui veulent justement avoir les compétences qui sont à l'état de l'art de ce qui se fait en cyber. Nous, notre programme Lead, là, à chaque fois, ils sont assez équilibrés en termes de Blue Team, Red Team, on va dire, et GRC, même si on va dire que la Lead est beaucoup plus Red Team, que la Full Stack est plus équilibrée. Donc, il y a quand même des parfums, on va dire, quoi, en termes techniques, parce que du coup, forcément, bah, plus on arrive sur la Lead, plus on a des compétences techniques profondes. Donc voilà. Donc plutôt compétences à l'état de l'art. Et après, du coup, on a des programmes plutôt d'upskilling qui sont, on va dire, liés, pas forcément liés à un métier en soi, mais qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'une montée en compétences et qui peut justement rendre votre job, enfin votre profil plus attractif. Notamment, bah, il y a les normes ISO 27001 qui sont assez connues et reconnues. Donc, avoir des formations là-dessus et être certifié là-dessus, c'est vachement bien. Et effectivement, on a parlé assez peu des certifications aussi en cybersécurité, alors que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Dans nos programmes, nous, on intègre effectivement des certifications, alors notamment des certifications cloud, parce qu'on pense que notamment sur la partie AWS, c'est important et ça vous fait quelque chose enfin, ça vous fait un plus. Il y a aussi d'autres certifications que vous pouvez faire à côté. Donc, il y a les BTL, alors, il y a l'OSCP, mais bon, c'est pas forcément accessible dès le départ. Voilà, donc ça, il y a aussi plein d'autres choses. On a fait, je pense, aussi des articles là-dessus, donc je vais peut-être pas trop y revenir, mais effectivement, les certifications peuvent être un bon plus sur des fondements de formation qui sont solides, quoi. Très clair. Bah, écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde sur les métiers de la cybersécurité. Donc, merci à tous les trois pour votre participation, pour vos insights. C'était extrêmement intéressant. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur nos formations notamment, tu l'as dit Antoine, et vous l'avez dit Nicolas et Martin, c'est bien de tester, de voir si l'univers de la cybersécurité nous plaît. Et vous avez accès à une cinquantaine d'heures de cours gratuits dans le domaine de la tech, en particulier en cybersécurité. Sur notre plateforme Julie, vous allez recevoir le lien par mail pour vous y inscrire. Vous pouvez évidemment participer à nos autres événements. On a un workshop tous les mardis à 18h et des portes ouvertes tous les jeudis à 18h. Et puis enfin, surtout, si vous avez un projet et que vous voulez en discuter avec des gens qui ont l'habitude d'accompagner des salariés en reconversion, prenez rendez-vous avec notre équipe d'admission puisqu'ils ont des dizaines et dizaines de conversations de ce type-là chaque jour. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois à tous d'avoir assisté à cette table ronde et je vous dis à très vite dans un prochain événement.